27 octobre 1952, plantation d'Oak Haven, près de Savannah, Géorgie. 5 corps gisant froids, leur vie brutalement décousue de la trame de la nuit. Jasmine Lee, tel était le nom que les registres tentaient d'effacer, mais la terre n'oubliait jamais. Une couturière en chef de 38 ans, formée depuis l'enfance à enfiler des aiguilles avec la grâce d'un murmure, éduquée à réparer les tissus déchirés et les espoirs brisés, forgée dans une détermination silencieuse et inflexible. Mais cette nuit-là, Jasmine Lee n'a pas réparé. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas pleuré. Jasmine Lee a tué, avec un lourd fer à repasser et un silence plus acéré que n'importe quelle lame. Ceci est la véritable histoire de Jasmine Lee, une femme qui a décidé que cette nuit ne serait pas un jour de peur ou de soumission, mais l'heure des comptes. Avant de continuer la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lumière du matin se répandit lentement sur la plantation d'Oak Haven, traînant avec elle la chaleur et le souvenir, un souffle bas et humide s'élevant des champs de coton à fibres longues gorgées de rosée, s'accrochant aux vestiges squelettiques du brouillard de la nuit précédente. L'air épais de l'odeur de terre humide et de la douceur lointaine et capiteuse des jasmins était lourd, non seulement d'humidité, mais des histoires tueuses de cette terre. Le soleil, un œil gonflé et indifférent, commença son ascension, peignant les colonnes majestueuses de la maison principale d'une lueur trompeuse. Un mensonge doré, masquant la pourriture intérieure. Oak Haven, une grande façade de peinture blanche et de pelouse manucurée, était une contradiction vivante, sa beauté bâtie sur la moelle de la souffrance humaine, sa grandeur un voile mince sur la douleur brute et incessante de ses habitants asservis. La grande maison, avec ses larges vérandas et ses intérieurs frais et ombragés, bourdonnait d'une fausse paix, un silence qui ressemblait moins à de la tranquillité qu'au souffle retenu avant une tempête. Jasmine Lee se déplaçait comme la vapeur, lente, silencieuse, nécessaire, à travers le passage étroit et obscur qui menait de la cuisine à la buanderie, puis montait l'escalier de service. Ses pieds, calleux et avertis, trouvaient chaque planche qui craquait, chaque contre-marche lâche, avec une grâce intuitive, née d'années passées, à naviguer les artères cachées de la plantation dans l'obscurité absolue. L'odeur du savon à la lessive, du linge éventé et un arrière-goût métallique plus faible, quelque chose de net et définitif, s'accrochaient à sa robe de coton rugueux. Son silence n'était pas toujours une reddition. Parfois, c'était une tempête attendant une fissure dans le ciel, un calme profond et sismique qui détenait plus de pouvoir que n'importe quel cri. Elle n'était pas brisée, elle brûlait, lentement, de manière contrôlée, attendant. Son esprit un feu couvant sous la cendre de son existence quotidienne. Chaque fil qu'elle avait jamais cousu, chaque bouton qu'elle avait attaché, chaque déchirure qu'elle avait réparée dans les fins manteaux du maître ou les robes élaborées de la maîtresse, lui semblait un point dans une tapisserie bien plus vaste et plus terrible. Chaque pièce de tissu détenait un souvenir, un murmure d'une injustice passée, d'une douleur future. Le coton rugueux des vêtements des ouvriers des champs, la dentelle délicate des rideaux du salon, les lourds rideaux de velours du bureau du maître, tous étaient des témoins, des observateurs silencieux du cycle incessant de cruauté qui définissait Oak Haven. Elle se souvenait de sa mère, une femme nommée Lena,
dont les mains étaient aussi habiles avec une aiguille que celle de Jasmine. Lena, vendue vers le sud quand Jasmine n'était qu'une fillette, son parfum s'estompant comme un rêve oublié, son visage flou de larmes qui semblait encore fraîche après des décennies. Lena, qui lui avait appris qu'un poing solide pouvait tout maintenir ensemble, même un cœur brisé, même un espoir en lambeaux. « Tiens bon, mon enfant, » fredonnait Lena, sa voix une douce rivière basse. « Tiens bon à ce qui t'appartient. » Jasmine avait tenu bon, mais ce qui lui appartenait lui avait été systématiquement arraché, morceau par morceau douloureux. Sa mère, sa jeune sœur, emportée par la fièvre après une flagellation brutale. Et puis, sa propre fille, la petite May, à peine âgée de 5 ans, arrachée de ses bras et vendue à un planteur de Louisiane pour une dette de jeu. May, dont le rire avait été comme un rayon de soleil, dont les petites mains aimaient tracer les motifs des courtes pointes que Jasmine faisait. Chaque cri qu'elle avait jamais entendu avait un nom. Et elle se souvenait de chacun. Le claquement du fouet, un son comme une branche qui craque sous le givre, avait résonné dans ses rêves pendant des années. Les gémissements de femmes violées dans la grange, les suppliques désespérées d'hommes battus pour avoir osé lever les yeux, les pleurnichements d'enfants arrachés à leur mère. Tels étaient les fils qui tissaient l'âme de Jasmine, la liant à un chagrin collectif qui transcendait la douleur personnelle. Il la croyait trop sotte pour fuir. Elle était trop sage pour gaspiller son feu dans une fuite qui ne ferait que retarder l'inévitable. Son feu n'était pas pour fuir, il était pour brûler. Son silence n'était pas un signe d'acceptation. C'était le bourdonnement profond et résonnant d'une cloche sur le point de sonner. Elle était couturière à Oak Haven depuis l'enfance, ses doigts agiles, son regard juste. Elle passait ses journées dans une petite pièce exiguë près de la maison principale, entourée de rouleaux de tissu, de bobines de fil et des fantômes de ses ancêtres. C'est là, au milieu du doux froissement de la soie et de l'odeur âpre de la teinture indigo, que son plan avait lentement, méticuleusement, pris forme. Il n'était pas né d'une explosion de rage soudaine, mais d'une lente et délibérée floraison du règlement de compte, cultivée pendant des décennies de fureur réprimée. Elle avait cousu la mort dans 5 courtes pointes, non pas littéralement, mais métaphoriquement. Chaque courte pointe était un registre silencieux, une tapisserie de mémoire et de vengeance, méticuleusement planifiée, pièce par pièce, fil par fil. Chacune représentait une vie volée, un esprit brisé, un péché commis contre son peuple, contre elle, par les 5 âmes qui allaient connaître leur fin cette nuit-là. L'arme, un lourd fer à repasser, gisait froid et solide, sous une pile de linge fraîchement lavé dans la petite buanderie pleine de vapeur. Ce n'était pas une arme de guerre, mais un outil de son métier, un symbole de sa servitude quotidienne, désormais redestiné, transformé. Il était rugueux, marqué, imprégné de souvenirs. Son poids dans sa main était un réconfort, une promesse. Il avait lissé les plis d'innombrables chemises et robes, aplanissant les imperfections du tissu, tout comme les maîtres tentaient de masquer les aspérités de leur propre dépravation. Mais cette nuit, il allait lisser quelque chose de tout à fait différent. Ce fer avait été celui de sa mère, transmis à travers des générations de couturières asservies, chaque femme laissant un morceau de sa force silencieuse dans son métal froid et sombre. Il contenait les échos de leurs prières murmurées, de leurs cris étouffés, de leur résilience inébranlable. C'était un autel,
un évangile, un témoin de tout. Aux heures les plus profondes de la nuit, quand la plantation sommeillait, une paix fausse et fragile, Jasmine se levait. Elle prenait le fer, sa surface fraîche contre sa paume, et elle le balançait, non pas sauvagement, mais avec une grâce contrôlée et précise, dans le petit espace sombre, derrière la buanderie, où les ombres étaient les plus épaisses et les insectes nocturnes couvraient ses mouvements. Chaque balancement n'était pas un acte. C'était une écriture, une prière pour les morts, une déclaration pour les vivants. Pas de la rage. Le règlement de compte. Elle les nommait un par un, comme des malédictions murmurées dans le noir. Chaque nom un poids, un but, une raison pour l'aube à venir. Le premier était M. Silas Croft, le contremaître. Son odeur le précédait toujours. Tabac éventé, whisky bon marché, et l'odeur indéniable de la peur qu'il inspirait. Il dormait dans un petit cottage près des écuries, ses ronflements une scie rugueuse, déchirant l'air humide de la nuit. Silas Croft avait été l'instrument de trop de souffrance. Son fouet, une extension cruelle de la volonté de son maître. Il avait personnellement supervisé la vente de May, la fille de Jasmine, son sourire narquois gravé dans sa mémoire. Il prenait plaisir à la souffrance des autres, un homme dont l'âme était aussi desséchée et craquée que la terre estivale. Jasmine s'était glissée dans sa chambre comme un spectre, ses pieds, nus silencieux, sur le plancher de bois rugueux. La fenêtre était ouverte. Une légère brise agitait les rideaux fins, portant le parfum du jasmin de nuit. Croft gisait sur le dos, une bouteille de whisky à moitié vide sur le sol, à côté de son lit, la bouche béante. Le fer à repasser, lourd d'histoire et d'intention, se leva et s'abattit. Il atterrit avec un son, comme une corde mouillée qui se rompt, un coup sourd et écœurant qui sembla absorber tous les autres sons de la pièce. Les yeux de Croft s'ouvrirent un temps grand, emplis d'une terreur fugace et ahurie. Sa main cherchant le vide, un râle gargouillant et silencieux s'échappant de sa gorge. Un de moins. 5 à faire. Son dernier instant, un silence étouffant, reflétait les nombreuses voix qu'il avait fait taire par sa cruauté. Ensuite, elle se dirigea vers la maison principale, une ombre parmi les ombres. Le maître, M. Elijah Beaumont, dormait dans la plus grande chambre, ses fenêtres donnant sur les vastes champs éclairés par la lune. Son péché n'était pas seulement la propriété, mais la cruauté désinvolte, presque blasée, avec laquelle il exerçait son pouvoir. Il avait brisé des familles, anéanti des vies, et bâti son empire sur les dos brisés de générations. Sa respiration était peu profonde, rauque, sentant les cigares coûteux et la douceur capiteuse du porto qu'il affectionnait. Il avait pris sa fille, oui, mais il avait pris bien plus. La dignité de son peuple, l'espoir de la liberté, la possibilité même d'un avenir non souillé par son ombre. Jasmine se tint au-dessus de lui, le fer frais dans sa main, son poids un réconfort familier. Le clair de lune pénétrait par les hautes fenêtres, illuminant des mouches de poussière dansant dans l'air, un témoin silencieux. Le fer s'abattit. Il atterrit avec un son, comme une lourde branche qui craque sous le givre, un coup profond qui résonna dans la pièce opulente. Beaumont convulsa, un unique cri étouffé, ses mains griffant les draps de lin fin, son visage se tordant dans une réalisation finale et terrifiante. 2 de moins. 4 à faire. Son dernier souffle fut un souffle désespéré de contrôle, une dernière tentative futile de commander, même dans la mort. Puis, la maîtresse,
Madame Éléonore Beaumont, dans la pièce attenante. Son péché n'était pas une violence manifeste, mais la complicité, une indifférence glaçante, une cruauté raffinée qui se manifestait dans ses renvois élégants, ses mots acérés, son aveuglement volontaire face à la souffrance qui nourrissait sa vie somptueuse. Elle avait porté les beaux vêtements que Jasmine avait cousus, mangé la nourriture préparée par des mains affamées, et dormait profondément pendant que des enfants pleuraient dans les quartiers. Sa chambre sentait la lavande et l'eau de rose coûteuse, un parfum fragile et artificiel qui tentait de masquer la puanteur de sa décadence morale. Eleanor gisait sur le côté, une main délicate reposant sur un oreiller bordé de dentelle. Le clair de lune adoucissait ses traits, mais Jasmine ne voyait que la froideur sous-jacente, les années de regards détournés, de suppliques ignorés. Le fer descendit. Il atterrit avec un son, comme un melon mûr qui se fend, un impact plus doux, mais non moins définitif. Les yeux d'Eleanor s'ouvrirent, grands et incompréhensifs, un tremblement faible, presque imperceptible, traversant son corps avant qu'elle ne s'immobilise, un effondrement silencieux et élégant. 3 de moins. 3 à faire. Son dernier instant fut une fin inaperçue, un parallèle à la souffrance silencieuse et inaperçue qu'elle avait infligée. Le cocher de la maison, un homme nommé Thomas, fut le suivant. Il dormait dans une petite pièce près de la cuisine, une position de privilège relatif qu'il utilisait pour infliger sa propre petite tyrannie aux autres personnes asservies. Thomas était un outil, oui, mais un outil volontaire, désireux de s'attirer les faveurs des maîtres en étant encore plus brutal qu'eux. Il avait fouetté de jeunes garçons pour des infractions mineures, refusé de la nourriture aux personnes âgées et terrorisé les femmes avec ses blagues et menaces cruelles. Sa chambre sentait la sueur rance et la pommade bon marché. Il gisait recroquevillé sur le côté, ronflant doucement. Le fer fut un éclair. Il atterrit avec un son comme du bois lourd qui se brise, un craquement net et décisif. Thomas sursauta, un gémissement guttural s'étranglant dans sa gorge. Son corps se tendit, puis se relâcha, son visage figé dans une grimace de surprise et de douleur. 4 de moins. 2 à faire. Son dernier acte fut un sursaut silencieux et convulsif, un miroir des nombreux sursauts qu'il avait provoqués. Enfin, il y avait le marchand en visite, M. Bartholomew Thorne, qui avait été un invité fréquent à Oak Haven, un homme dont les mains étaient souillées par les profits de la traite humaine. C'est lui qui avait facilité la vente de la propre mère de Jasmine, Lena, il y a toutes ces années. Sa présence apportait toujours un frisson au quartier, un rappel de la fragilité de la vie et de la famille. Il était dans la chambre d'amis, un espace somptueux avec un lit à baldaquin. Thorne puait le gin et l'avarice. Il gisait étalé sur le lit, une expression suffisante et satisfaite sur le visage, rêvant peut-être de nouvelles fortunes à tirer de la misère humaine. Jasmine le regarda et vit le visage de Lena baigné de larmes, entendit les berceuses évanescentes de sa mère. Le fer, canal de générations de chagrin, se leva pour la dernière fois. Il atterrit avec un son comme une pierre frappant l'eau, profond et définitif, une onde de violence se propageant dans l'air. Thorne toussa, un son humide et rauque, ses yeux s'ouvrirent en grand, non pas de peur, mais dans un moment de choc pur et inaltéré, comme si l'idée même de sa propre mortalité était un affront à son existence. 5 de moins. 0 à faire. Son dernier instant fut un regard d'incrédulité totale,
une inversion de l'indifférence désinvolte avec laquelle il avait condamné tant de personnes. Le soleil était orange meurtri dans le ciel oriental lorsque les cris commencèrent enfin, déchirant la fausse paix d'Oak Haven. Jasmine Lee ne s'est pas enfuie. Elle ne s'est pas cachée. Elle a marché. Elle a quitté la grande maison, passant devant la cuisine, devant la buanderie, les mains propres, le visage impassible. Sa robe était immaculée, ses mouvements calmes, délibérés. Elle a marché vers les quartiers, où les premiers petits bruits d'alarme commençaient à se faire entendre, puis a tourné vers le chemin menant au champ, vers le soleil levant. Elle n'a pas résisté lorsque les ouvriers des champs, réveillés par l'agitation, l'ont regardée avec un mélange de terreur et de compréhension naissante. Elle n'a pas résisté lorsque les premiers patrouilleurs, attirés par les cris de la grande maison, l'ont trouvée marchant d'un pas ferme et délibéré, son regard fixé sur l'horizon. L'arrestation fut rapide, brutale dans son efficacité. Mais Jasmine n'offrit aucune lutte, aucun mot, aucune supplique. Son silence était un mur infranchissable. Le procès fut une dérision, une descente rapide dans une justice de façade, dans le palais de justice étouffant de Savannah. L'air était épais de l'odeur de peur et d'indignation de la foule blanche, une bête affamée hurlant pour le spectacle. Le juge, un homme corpulent au visage rubicond, disserte sur la sainteté de la propriété, les dangers de l'insurrection. Les avocats parlèrent de sauvagerie, d'une sauvagerie inhérente qui doit être apprivoisée. Ils présentèrent le lourd fer à repasser comme l'arme du crime, un objet banal rendu monstrueux par son toucher. Ils firent venir des témoins, des domestiques tremblants qui l'avaient vu quitter la grande maison. Leurs témoignages extorqués, leur peur palpable. Jasmine resta assise pendant tout cela, une pierre taillée dans la douleur et la détermination. Ses yeux, profonds et anciens, ne virent pas les visages de ses accusateurs, mais les visages des perdus. Ils la croyaient folle. Elle se souvenait. Elle n'offrit aucune défense, aucune explication, aucune excuse. Le verdict fut une conclusion inévitable, prononcée avec une juste indignation. Condamnation à la pendaison. Lorsque le juge, sa voix retentissant d'une fausse autorité, lui demanda si elle avait de derniers mots, elle leva la tête, son regard balayant la salle d'audience bondée, au-delà des visages béants, des doigts accusateurs, de la soif de vengeance. Sa voix, quand elle vint, fut un courant bas et clair, coupant à travers l'air épais, une déclaration unique et inébranlable. Il pensait que nous avions oublié. La potence fut érigée sur une élévation à l'extérieur de Savannah, se détachant nettement sur le ciel matinal meurtri. Une vaste foule se rassembla, un carnaval de cruauté, désireux d'assister au dernier acte de cette femme insoumise. L'air vibrait d'une énergie nerveuse, un mélange de peur et de fascination morbide. Jasmine fut menée à l'échafaud, ses pas inébranlables, son dos droit. Le nœud coulant, une corde rugueuse, fut placée autour de son cou. Elle regarda les visages, une mer de blanc, et ne vit pas de haine, mais une ignorance profonde, presque désespérée. Elle vit la peur dans leurs yeux, la peur d'un monde où les asservis pourraient se souvenir, pourraient agir. Son regard dériva au-delà d'eux, vers les champs lointains, vers l'horizon chatoyant. Elle n'a pas demandé à être libre. Elle a forcé la liberté à répondre. Lorsque la trappe s'ouvrit, un souffle collectif s'éleva de la foule,
rapidement suivi d'un silence étrange et troublant. C'était un silence qui contenait non seulement l'écho de sa mort, mais la profonde résonance de sa vie, de son acte, un silence qui commença à bourdonner d'un nouveau sens. Son nom devint histoire. Son silence devint écriture sainte. Dans les années qui suivirent, la légende de Jasmine Lee grandit, murmurée à voix basse dans les quartiers, portée par le vent entre les plantations. Les gens déposeraient de petits témoignages au pied de la potence où elle mourut. Un morceau de coton brut, un dé à coudre, un point de couture unique et solide, une petite pierre polie. Les enfants, loin des regards indiscrets de leur maître, taperaient 3 fois sur leur poitrine, un rythme silencieux pour Lena, pour May, pour le règlement de compte. Ils disaient que son esprit marchait dans les champs d'Oakhaven, une sentinelle silencieuse, gardant les souvenirs. Ils disaient que les jasmins autour de la grande maison, toujours si parfumés, dégageaient désormais une odeur plus âpre, plus métallique après une pluie, un rappel du fer. Des décennies plus tard, longtemps après la fin de la guerre et la rupture des chaînes, un petit fer à repasser lourd fut retrouvé enfoui près des ruines de la buanderie d'Oakhaven. Sa surface était profondément rouillée, piquée par le temps, mais sous la corrosion, une inscription faible, presque imperceptible, pouvait être tracée. Une seule lettre forte. L. Il finit par trouver sa place dans un petit musée, une relique d'une époque révolue. Sa véritable histoire, son pouvoir silencieux, connu seulement de la terre et de ceux qui se souvenaient. Si cette histoire a allumé quelque chose en vous, une boule dans la gorge, un souvenir enfoui, une soif de justice, alors partagez-la. Pas pour l'algorithme. Partagez-la pour la mémoire. 27 octobre 1952, plantation d'Oakhaven, près de Savannah, Géorgie. 5 corps gisant froids, leur vie brutalement décousue de la trame de la nuit. Jasmine Lee, tel était le nom que les registres tentaient d'effacer, mais la terre n'oubliait jamais. Une couturière en chef de 38 ans, formée depuis l'enfance à enfiler des aiguilles avec la grâce d'un murmure, éduquée à réparer les tissus déchirés et les espoirs brisés, forgée dans une détermination silencieuse et inflexible. Mais cette nuit-là, Jasmine Lee n'a pas réparé. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas pleuré. Jasmine Lee a tué, avec un lourd fer à repasser et un silence plus acéré que n'importe quelle lame. Ceci est la véritable histoire de Jasmine Lee, une femme qui a décidé que cette nuit ne serait pas un jour de peur ou de soumission, mais l'heure des comptes. Avant de continuer la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lumière du matin se répandit lentement sur la plantation d'Oakhaven, traînant avec elle la chaleur et le souvenir, un souffle bas et humide s'élevant des champs de coton à fibres longues gorgées de rosée, s'accrochant aux vestiges squelettiques du brouillard de la nuit précédente. L'air, épais de l'odeur de terre humide et de la douceur lointaine et capiteuse des jasmins, était lourd non seulement d'humidité, mais des histoires tus de cette terre. Le soleil, un œil gonflé et indifférent, commença son ascension, peignant les colonnes majestueuses de la maison principale d'une lueur trompeuse, un mensonge doré masquant la pourriture intérieure. Oakhaven, une grande façade de peinture blanche et de pelouse manucurée, était une contradiction vivante, sa beauté bâtie sur la moelle de la souffrance humaine, sa grandeur un voile mince sur la douleur brute et incessante de ses habitants asservis.
La grande maison, avec ses larges vérandas et ses intérieurs frais et ombragés, bourdonnait d'une fausse paix, un silence qui ressemblait moins à de la tranquillité qu'au souffle retenu avant une tempête. Jasmine Lee se déplaçait comme la vapeur, lente, silencieuse, nécessaire, à travers le passage étroit et obscur qui menait de la cuisine à la buanderie, puis montait de l'escalier de service. Ses pieds, calleux et avertis, trouvaient chaque planche qui craquait, chaque contre-marche lâche, avec une grâce intuitive, née d'années passées, à naviguer les artères cachées de la plantation dans l'obscurité absolue. L'odeur du savon à la lessive, du linge éventé, et un arrière-goût métallique plus faible, quelque chose de net et définitif, s'accrochait à sa robe de coton rugueux. Son silence n'était pas toujours une reddition. Parfois, c'était une tempête attendant une fissure dans le ciel, un calme profond et sismique qui détenait plus de pouvoir que n'importe quel cri. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait, lentement, de manière contrôlée, attendant. Son esprit un feu couvant sous la cendre de son existence quotidienne. Chaque fil qu'elle avait jamais cousu, chaque bouton qu'elle avait attaché, chaque déchirure qu'elle avait réparée dans les fins manteaux du maître ou les robes élaborées de la maîtresse, lui semblait un point dans une tapisserie bien plus vaste et plus terrible. Chaque pièce de tissu détenait un souvenir, un murmure d'une injustice passée, d'une douleur future. Le coton rugueux des vêtements des ouvriers des champs, la dentelle délicate des rideaux du salon, les lourds rideaux de velours du bureau du maître, tous étaient des témoins, des observateurs silencieux du cycle incessant de cruauté qui définissait Oak Haven. Ces journées étaient un rituel de grâce forcée. Dans la pièce de la couturière, un petit espace sans air, niché près de la cuisine, elle s'asseyait, le dos tourné à la seule fenêtre, son aiguille, un pouls constant et rythmique contre divers tissus. La maîtresse exigeait la perfection. Des coutures invisibles, des broderies délicates, le tombé précis d'une robe nouvellement confectionnée. Jasmine fournissait tout cela, ses mains un témoignage d'un talent qui était à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Elle pouvait tout réparer, semblait-il, sauf les blessures béantes de son propre cœur, ou le tissu en lambeaux de la vie de son peuple. Elle se souvenait de sa mère, Lena, dont les mains étaient aussi habiles avec une aiguille que celle de Jasmine. Lena, une femme d'une force tranquille, sa voix, une douce rivière basse de chants spirituels et de récits interdits. Il contenait les échos de leurs prières murmurées, de leurs cris étouffés, de leur résilience inébranlable. C'était un autel, un évangile, un témoin de tout. Aux heures les plus profondes de la nuit, quand la plantation sommeillait, une paix fausse et fragile, Jasmine se levait. Elle prenait le fer, sa surface fraîche contre sa paume, et elle le balançait, non pas sauvagement, mais avec une grâce contrôlée et précise, dans le petit espace sombre derrière la buanderie, où les ombres étaient les plus épaisses et les insectes nocturnes couvraient ses mouvements. Chaque balancement n'était pas un acte. C'était une écriture, une prière pour les morts, une déclaration pour les vivants. Pas de la rage. Le règlement de compte, elle les nommait un par un, comme des malédictions murmurées dans le noir, chaque nom un poids, un but, une raison pour l'aube à venir. Le premier était M. Silas Croft, le contremaître. Son odeur le précédait toujours, tabac éventé, whisky bon marché, et l'odeur indéniable de la peur qu'il inspirait.
Il dormait dans un petit cottage près des écuries, ses ronflements une scie rugueuse déchirant l'air humide de la nuit. Silas Croft avait été l'instrument de trop de souffrance. Son fouet, une extension cruelle de la volonté de son maître. Jasmine se souvenait de lui, quelques semaines auparavant, fouettant un jeune garçon nommé Jacob pour avoir osé prendre une gorgée d'eau du puits du maître. Jacob, qui avait travaillé du lever au coucher du soleil dans les champs, la gorge desséchée, son petit corps tremblant. Croft avait ri, un son dur et strident, tandis que le garçon se tordait de douleur. Il avait personnellement supervisé la vente de May, la fille de Jasmine, son sourire narquois, gravé dans sa mémoire, un sourire qui semblait dire « Je possède aussi ta peine ». Il prenait plaisir à la souffrance des autres, un homme dont l'âme était aussi desséchée et craquée que la terre estivale. Jasmine s'était glissée dans sa chambre comme un spectre, ses pieds nus silencieux sur le plancher de bois rugueux. La fenêtre était ouverte. Une légère brise agitait les rideaux fins, portant le parfum du jasmin de nuit. Croft gisait sur le dos, une bouteille de whisky à moitié vide sur le sol à côté de son lit, la bouche béante. Le fer à repasser, lourd d'histoire et d'intention, se leva et s'abattit. Il atterrit avec un son, comme une corde mouillée qui se rompt, un coup sourd et écœurant qui sembla absorber tous les autres sons de la pièce. Les yeux de Croft s'ouvrirent en grand, emplis d'une terreur fugace et ahurie, sa main cherchant le vide, un râle gargouillant et silencieux s'échappant de sa gorge. Un de moins. 5 à faire. Son dernier instant, un silence étouffant, reflétait les nombreuses voix qu'il avait fait taire par sa cruauté. Ensuite, elle se dirigea vers la maison principale, une ombre parmi les ombres. Le maître, M. Elijah Beaumont, dormait dans la plus grande chambre, ses fenêtres donnant sur les vastes champs éclairés par la lune. Son péché n'était pas seulement la propriété, mais la cruauté désinvolte, presque blasée, avec laquelle il exerçait son pouvoir. Il avait brisé des familles, anéanti des vies, et bâti son empire sur les dos brisés de générations. Sa respiration était peu profonde, rauque, sentant les cigares coûteux et la douceur capiteuse du porto qu'il affectionnait. Il avait pris sa fille, oui, mais il avait pris bien plus. La dignité de son peuple, l'espoir de la liberté, la possibilité même d'un avenir non souillé par son ombre. Il avait une fois ordonné qu'un ouvrier des champs, Samuel, soit fouetté à mort pour avoir osé regarder la maîtresse, une fausse accusation que Beaumont avait trouvée amusante. Jasmine se tint au-dessus de lui, le fer frais dans sa main, son poids un réconfort familier. Le clair de lune pénétrait par les hautes fenêtres, illuminant des mouches de poussière dansant dans l'air, un témoin silencieux. Le fer s'abattit. Il atterrit avec un son comme une lourde branche qui craque sous le givre, un coup profond qui résonna dans la pièce opulente. Beaumont convulsa, un unique cri étouffé, ses mains griffant les draps de lin fin, son visage se tordant dans une réalisation finale et terrifiante. 2 de moins, 4 à faire. Son dernier souffle fut un souffle désespéré de contrôle, une dernière tentative futile de commander, même dans la mort. Puis, la maîtresse, Madame Éléanore Beaumont, dans la pièce attenante. Son péché n'était pas une violence manifeste, mais la complicité, une indifférence glaçante, une cruauté raffinée qui se manifestait dans ses renvois élégants, ses mots acérés, son aveuglement volontaire face à la souffrance qui nourrissait sa vie somptueuse. Elle avait porté les beaux vêtements que Jasmine avait cousus, mangé la nourriture préparée par des mains affamées,
et dormait profondément pendant que des enfants pleuraient dans les quartiers. Jasmine se rappelait le jour où Eleanor avait nonchalamment ordonné la vente d'une famille entière, une mère et ses 3 jeunes enfants, parce que la mère avait accidentellement renversé du thé sur sa robe. Aucune excuse, aucun remords, juste un coup de poignet et une vie irrémédiablement détruite. Sa chambre sentait la lavande et l'eau de rose coûteuse, un parfum fragile et artificiel qui tentait de masquer la puanteur de sa décadence morale. Eleanor gisait sur le côté, une main délicate reposant sur un oreiller bordé de dentelle. Le clair de lune adoucissait ses traits, mais Jasmine ne voyait que la froideur sous-jacente, les années de regards détournés, de suppliques ignorés. Le fer descendit. Il atterrit avec un son comme un melon mûr qui se fend, un impact plus doux, mais non moins définitif. Les yeux d'Eleanor s'ouvrirent, grands et incompréhensifs, un tremblement faible, presque imperceptible, traversant son corps avant qu'elle ne s'immobilise, un effondrement silencieux et élégant. 3 de moins. 3 à faire. Son dernier instant fut une fin inaperçue, un parallèle à la souffrance silencieuse et inaperçue qu'elle avait infligée. Le cocher de la maison, un homme nommé Thomas, fut le suivant. Il dormait dans une petite pièce près de la cuisine, une position de privilège relatif qu'il utilisait pour infliger sa propre petite tyrannie aux autres personnes asservies. Thomas était un outil, oui, mais un outil volontaire, désireux de s'attirer les faveurs des maîtres en étant encore plus brutal qu'eux. Il avait fouetté de jeunes garçons pour des infractions mineures, refusé de la nourriture aux personnes âgées et terrorisé les femmes avec ses blagues et menaces cruelles. Jasmine se souvenait vivement de Thomas, traînant une jeune fille, à peine adolescente, de la cuisine à la grange, ses cris étouffés résonnant dans la nuit, un souvenir qui faisait encore monter la bile dans la gorge de Jasmine. Sa chambre sentait la sueur rance et la pommade bon marché. Il gisait recroquevillé sur le côté, ronflant doucement. Le fer fut un éclair. Il atterrit avec un son comme du bois lourd qui se brise, un craquement net et décisif. Thomas sursauta, un gémissement guttural s'étranglant dans sa gorge. Son corps se tendit, puis se relâcha, son visage figé dans une grimace de surprise et de douleur. 4 de moins, 2 à faire. Son dernier acte fut un sursaut silencieux et convulsif, un miroir des nombreux sursauts qu'il avait provoqués. Enfin, il y avait le marchand en visite, M. Bartholomew Thorne, qui avait été un invité fréquent à Oakhaven, un homme dont les mains étaient souillées par les profits de la traite humaine. C'est lui qui avait facilité la vente de la propre mère de Jasmine, Lena, il y a toutes ces années. Il était resté là, un grand livre à la main, un regard froid et calculateur dans les yeux, tandis que Lena était arrachée à son enfant. Sa présence apportait toujours un frisson au quartier, un rappel de la fragilité de la vie et de la famille. Il était, dans la chambre d'amis, un espace somptueux avec un lit à baldaquin. Thorne puait le gin et l'avarice. Il gisait étalé sur le lit, une expression suffisante et satisfaite sur le visage, rêvant peut-être de nouvelles fortunes à tirer de la misère humaine. Jasmine le regarda et vit le visage de Lena baigné de larmes, entendit les berceuses évanescentes de sa mère. Le fer, canal de générations de chagrin, se leva pour la dernière fois. Il atterrit avec un son comme une pierre frappant l'eau, profonde et définitif, une onde de violence se propageant dans l'air. Thorne toussa, un son humide et rauque. Ses yeux s'ouvrirent en grand, non pas de peur, mais dans un moment de choc pur
et d'inaltéré, comme si l'idée même de sa propre mortalité était un affront à son existence. 5 de moins. 0 à faire. Son dernier instant fut un regard d'incrédulité totale, une inversion de l'indifférence désinvolte avec laquelle il avait condamné tant de personnes. Le soleil était orange meurtri dans le ciel oriental lorsque les cris commencèrent enfin, déchirant la fausse paix d'Oakhaven. Une jeune servante, entrant dans la chambre de la maîtresse avec le café du matin, découvrit l'horreur. Son cri, brut et perçant, fut la première note d'une cacophonie de peur et de confusion qui engloutit rapidement la grande maison. Jasmine Lee ne s'est pas enfuie. Elle ne s'est pas cachée. Elle a marché. Elle a quitté la grande maison, passant devant la cuisine, devant la buanderie, les mains propres, le visage impassible. Sa robe était immaculée, ses mouvements calmes, délibérés. L'air s'épaissit de l'odeur âcre de la peur et de la fumée, alors que quelqu'un, dans sa panique, renversa une lampe. Elle a marché vers les quartiers où les premiers bruits d'alarme commençaient à se faire entendre, puis a tourné vers le chemin menant au champ, vers le soleil levant. Elle n'a pas résisté lorsque les ouvriers des champs, réveillés par l'agitation, l'ont regardée avec un mélange de terreur et de compréhension naissante dans leurs yeux. Quelques femmes plus âgées, le visage marqué par des décennies de chagrin, croisèrent son regard avec une sorte de révérence. Elle ne résista pas lorsque les premiers patrouilleurs, attirés par les cris de la grande maison et les colonnes de fumée grandissantes, la trouvèrent marchant d'un pas ferme et délibéré, son regard fixé sur l'horizon, comme si elle apercevait déjà un rivage lointain. L'arrestation fut rapide, brutale dans son efficacité, mais Jasmine n'offrit aucune lutte, aucun mot, aucune supplique. Son silence était un mur infranchissable. Le procès fut une dérision, une descente rapide dans une justice de façade, dans le palais de justice étouffant de Savannah. L'air était épais de l'odeur de peur et d'indignation de la foule blanche, une bête affamée hurlant pour le spectacle. Le juge, un homme corpulent au visage rubicond, disserte sur la sainteté de la propriété, les dangers de l'insurrection, sa voix résonnant des hauts plafonds comme un coup de tonnerre. Les avocats parlèrent de sauvagerie, d'une sauvagerie inhérente qui doit être apprivoisée, leurs mots dégoulinant d'une suffisance venimeuse. Ils présentèrent le lourd fer à repasser comme l'arme du crime, un objet banal rendu monstrueux par son toucher, son témoignage silencieux plus puissant que n'importe quelle parole prononcée. Ils firent venir des témoins, des domestiques tremblants qui l'avaient vu quitter la grande maison, leurs témoignages extorqués, leur peur palpable, leurs yeux allants et venant, nerveusement, entre Jasmine et les visages sévères des hommes blancs. Jasmine resta assise pendant tout cela, une pierre taillée dans la douleur et la détermination. Ses yeux, profonds et anciens, ne virent pas les visages de ses accusateurs, mais les visages des perdus. Le juge parlait de justice, mais Jasmine entendait les cris des enfants vendus. Les avocats parlaient d'ordre, mais Jasmine se souvenait du chaos des familles déchirées. Il la croyait folle. Elle se souvenait. Elle n'offrit aucune défense, aucune explication, aucune excuse. Son avocat, un jeune homme nerveux qui lui avait été attribué, tenta de plaider la folie. Mais Jasmine se contenta de fixer le vide devant elle, son regard inébranlable. Le verdict fut une conclusion inévitable, prononcée avec une juste indignation. Condamnation à la pendaison. Lorsque le juge, sa voix retentissant d'une fausse autorité, lui demanda si elle avait de derniers mots,
Elle leva la tête, son regard balayant la salle d'audience bondée, au-delà des visages béants, des doigts accusateurs, de la soif de vengeance. Sa voix, quand elle vint, fut un courant bas et clair, coupant à travers l'air épais une déclaration unique et d'inébranlable. Il pensait que nous avions oublié. La potence fut érigée sur une élévation à l'extérieur de Savannah, se détachant nettement sur le ciel matinal meurtri, un hôtel sinistre sous le soleil indifférent. Une vaste foule se rassembla, un carnaval de cruauté, désireux d'assister au dernier acte de cette femme insoumise. L'air vibrait d'une énergie nerveuse, un mélange de peur et de fascination morbide. Jasmine fut menée à l'échafaud, ses pas inébranlables, son dos droit, la tête haute. Le nœud coulant, une corde rugueuse, fut placée autour de son cou. Elle regarda les visages, une mer de blanc, et ne vit pas de haine, mais une ignorance profonde, presque désespérée. Elle vit la peur dans leurs yeux, la peur d'un monde où les asservis pourraient se souvenir, pourraient agir. Son regard dériva au-delà d'eux, vers les champs lointains où le coton commençait à s'échapper de ses capsules, vers l'horizon chatoyant, vers une liberté qu'elle ne goûterait pas, mais dont elle avait fermement semé les graines. Elle n'a pas demandé à être libre, elle a forcé la liberté à répondre. Lorsque la trappe s'ouvrit, un souffle collectif s'éleva de la foule, rapidement suivi d'un silence étrange et troublant. C'était un silence qui contenait non seulement l'écho de sa mort, mais la profonde résonance de sa vie, de son acte, un silence qui commença à bourdonner d'un nouveau sens. Son nom devint histoire. Son silence devint écriture sainte. Dans les années qui suivirent, la légende de Jasmine Lee grandit, murmurée à voix basse dans les quartiers, portée par le vent entre les plantations. Les gens déposeraient de petits témoignages au pied de la potence où elle mourut, un morceau de coton brut, un dé à coudre, un point de couture unique et solide, une petite pierre polie, une fleur pressée. Les enfants, loin des regards indiscrets de leur maître, taperaient 3 fois sur leur poitrine, un rythme silencieux pour Lena, pour May, pour le règlement de compte. Il disait que son esprit marchait dans les champs d'Oak Haven, une sentinelle silencieuse, gardant les souvenirs, sa présence, une brise fraîche lors des jours les plus chauds. Il disait que les jasmins autour de la grande maison, toujours si parfumés, dégageaient désormais une odeur plus âpre, plus métallique après une pluie, un rappel du fer, une odeur qui persistait longtemps après que les pétales fussent tombés. Le sol même d'Oak Haven, chuchotait-il, avait absorbé son défi, et parfois, dans le silence le plus profond de la nuit, on pouvait entendre la terre elle-même fredonner son nom, un hymne bas et résonnant de mémoire et de justice. Des décennies plus tard, longtemps après la fin de la guerre et la rupture des chaînes, un petit fer à repasser lourd fut retrouvé enfoui près des ruines de la buanderie d'Oak Haven. Sa surface était profondément rouillée, piquée par le temps, mais sous la corrosion, une inscription faible, presque imperceptible, pouvait être tracée, une seule lettre forte, L. Il finit par trouver sa place dans un petit musée, une relique d'une époque révolue, sa véritable histoire, son pouvoir silencieux, connu seulement de la terre et de ceux qui se souvenaient. Si cette histoire a allumé quelque chose en vous, une boule dans la gorge, un souvenir enfoui, une soif de justice, alors partagez-la. Pas pour l'algorithme. Partagez-la pour la mémoire. 27 octobre
1952. Plantation d'Oak Haven, près de Savannah, Géorgie. 5 corps gisant froids, leur vie brutalement décousue de la trame de la nuit. Jasmine Lee, tel était le nom que les registres tentaient d'effacer. Mais la terre n'oubliait jamais. Une couturière en chef de 38 ans, formée depuis l'enfance à enfiler des aiguilles avec la grâce d'un murmure, éduquée à réparer les tissus déchirés et les espoirs brisés, forgée dans une détermination silencieuse et inflexible. Mais cette nuit-là, Jasmine Lee n'a pas réparé. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas pleuré. Jasmine Lee a tué, avec un lourd fer à repasser et un silence plus acéré que n'importe quelle lame. Ceci est la véritable histoire de Jasmine Lee, une femme qui a décidé que cette nuit ne serait pas un jour de peur ou de soumission, mais l'heure des comptes. Avant de continuer la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lumière du matin se répandit lentement sur la plantation d'Oak Haven, traînant avec elle la chaleur et le souvenir, un souffle bas et humide s'élevant des champs de coton, à fibres longues gorgées de rosée, s'accrochant aux vestiges squelettiques du brouillard de la nuit précédente. L'air, épais de l'odeur de terre humide et de la douceur lointaine et capiteuse des jasmins, était lourd, non seulement d'humidité, mais des histoires tous de cette terre. Le soleil, un œil gonflé et indifférent, commença son ascension, peignant les colonnes majestueuses de la maison principale d'une lueur trompeuse, un mensonge doré masquant la pourriture intérieure. Oak Haven, une grande façade de peinture blanche et de pelouse manucurée, était une contradiction vivante, sa beauté bâtie sur la moelle de la souffrance humaine, sa grandeur un voile mince sur la douleur brute et incessante de ses habitants asservis. La grande maison, avec ses larges vérandas et ses intérieurs frais et ombragés, bourdonnait d'une fausse paix, un silence qui ressemblait moins à de la tranquillité qu'au souffle retenu avant une tempête. Jasmine Lee se déplaçait comme la vapeur, lente, silencieuse, nécessaire, à travers le passage étroit et obscur qui menait de la cuisine à la buanderie, puis montait l'escalier de service. Ses pieds, calleux et avertis, trouvaient chaque planche qui craquait, chaque contre-marche lâche, avec une grâce intuitive, née d'années passées à naviguer les artères cachées, de la plantation dans l'obscurité absolue. L'odeur du savon à la lessive, du linge éventé, et un arrière-goût métallique plus faible, quelque chose de net et définitif, s'accrochait à sa robe de coton rugueux. Son silence n'était pas toujours une reddition. Parfois, c'était une tempête attendant une fissure dans le ciel, un calme profond et sismique qui détenait plus de pouvoir que n'importe quel cri. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait lentement, de manière contrôlée, attendant. Son esprit un feu couvant sous la cendre de son existence quotidienne. Chaque fil qu'elle avait jamais cousu, chaque bouton qu'elle avait attaché, chaque déchirure qu'elle avait réparée dans les fins manteaux du maître ou les robes élaborées de la maîtresse, lui semblait un point dans une tapisserie bien plus vaste et plus terrible. Chaque pièce de tissu détenait un souvenir, un murmure d'une injustice passée, d'une douleur future. Le coton rugueux des vêtements des ouvriers des champs, la dentelle délicate des rideaux du salon, les lourds rideaux de velours du bureau du maître. Tous étaient des témoins, des observateurs silencieux du cycle incessant de cruauté qui définissait Oak Haven.
Ces journées étaient un rituel de grâce forcée. Dans la pièce de la couturière, un petit espace sans air, niché près de la cuisine, elle s'asseyait, le dos tourné à la seule fenêtre, son aiguille, un pouls constant et rythmique contre divers tissus. La maîtresse exigeait la perfection, des coutures invisibles, des broderies délicates, le tombé précis d'une robe nouvellement confectionnée. Jasmine fournissait tout cela. Ses mains un témoignage d'un talent qui était à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Elle pouvait tout réparer, semblait-il, sauf les blessures béantes de son propre cœur ou le tissu en lambeaux de la vie de son peuple. Elle se souvenait de sa mère, Léna, dont les mains étaient aussi habiles avec une aiguille que celles de Jasmine. Léna, une femme d'une force tranquille, sa voix, une douce rivière basse de chants spirituels et de récits interdits.